Bon, je vois que vous êtes super attentifs, vous devez avoir super faim. C'est normal, on est là pour parler alimentation. Il va falloir être un petit peu patient, parce qu'on a un petit sujet. Là, on était parti en Afrique, on revient en France et dans nos beaux territoires. Et les territoires français, ils sont à la fois, on va se poser 2-3 questions. Est-ce qu'ils sont si connectés que ça? On a un petit sujet quand même, qui occupe Madame la députée, qui occupe des agriculteurs, qui occupe aussi le régulateur des télécoms. Si on fait un petit bilan en France, il y a 2200 communes qui sont en zone blanche. Il y a 12% des parcelles qui ne sont absolument pas connectées. Et si on va même aux États-Unis, il n'y a que 33% des parcelles qui ont une connexion. Donc, on parle beaucoup de numérique et agriculture, mais on se rend compte qu'il y a une question de connectivité qui demeure et qui est encore largement présente. Alors bien sûr, ça ne passe pas forcément par du très haut débit. On a dans l'assistance, me semble-t-il, les gens de Sigfox. Donc il y a différents types de technologies réseau qui peuvent permettre de connecter tous ces et de générer les données. Tout à l'heure, Jérémy, sur une table ronde précédente, disait oui, l'activité agricole, elle est quand même extrêmement difficile à imaginer d'être complètement numérisée. Et donc, une des premières conditions, c'est quand même cette histoire de connectivité. Alors, pour commencer, je vais commencer avec Jean-Baptiste, qui est responsable gestion des entreprises et territoires chez SAF Agri ID, et qui suit ces questions-là déjà depuis un petit bout de temps. Bonjour à tous. Je vais commencer par une devinette. Est-ce que quelqu'un connaît le village de Caules dans la Marne? Alors, leurs représentants ne sont pas là. Donc, il s'agit d'un village qui comptait au dernier recensement agricole 150 habitants, qui se trouve au cœur de la Champagne céréalière et qui se trouve donc sur la Nationale 4. La ville la plus proche est à 30 minutes de voiture, c'est Vitry-le-François, et elle fait 13 000 habitants. Eh bien, ce petit village est le siège de l'une de nos plus belles pépites de l'agriculture 2.0, créée par des fils et petits-fils d'agriculteurs. Donc, je leur fais un peu de pub. Il s'agit de la start-up Agriconomie, donc plateforme d'intrants, engrais, semences et pièces détachées à destination des agriculteurs. Donc, nous sommes certains ici à la connaître. Elle compte aujourd'hui 40 salariés, 6500 clients. Alors, certes, cette start-up a, je crois, d'autres locaux un peu plus proches de Paris, mais en tout cas, elle est née et elle s'est développée au cœur de nos territoires ruraux. Bien sûr, on aurait pu très bien imaginer cette même plateforme se créer dans une grande métropole. Mais le fait qu'elle ait pu se créer au cœur d'un petit village de 150 habitants montre bien l'intérêt de l'accès au numérique qui donne, à notre sens, un véritable sens à l'égalité des territoires dont on entend souvent parler. Alors, je ne dis pas que le numérique dans le milieu rural va régler tous les problèmes, mais c'est une condition sine qua non au développement des projets porteurs de plus-value et créateurs d'emplois. Donc, voilà la première idée, je crois qu'il faut faire passer. Donc, au think tank agricole SAF Agri-ID, on travaille depuis un certain temps sur ces rapports entre agriculteurs et territoires. Ce travail a d'ailleurs débouché sur un rapport qui est d'ailleurs téléchargeable sur le site safagrid.com qui s'intitule « Agriculteurs et territoires pour des synergies gagnantes ». Et effectivement, on voit bien par rapport au thème de cette table ronde, rappelons-le, territoire donc au singulier, on pourrait évoquer un pluriel, le renouveau et la modernisation par l'agriculture ou peut-être par les agricultures, parce que je pense qu'il n'y a pas qu'une seule forme d'agriculture, nous y reviendrons, eh bien, le choix dont nous faisons la promotion, c'est le choix de l'innovation agricole et environnementale comme facteur de progrès sur les territoires. L'agriculture de précision, nous semble-t-il, répond à ce double objectif. Et Bruno Parmentier le disait très bien ce matin, l'agriculture de précision n'est pas la solution, mais c'est une des solutions pour produire plus et mieux avec moins.
Et donc, on est très attaché à cette problématique. Et d'ailleurs, Safagridé anime depuis maintenant plus d'un an un groupe de travail, Big Data, quels usages pour les agriculteurs aujourd'hui et demain. Vous êtes beaucoup dans la salle à être passés par ce groupe de travail pour être auditionnés ou pour y participer. Et je crois effectivement que là, on a un angle intéressant où se retrouvent agriculture, territoire et numérique. Alors, je vais passer la parole à Laure, qui, elle, est une élue d'un territoire rural, une spécialiste reconnue du numérique au Parlement. Comment vous voyez cette liaison entre agriculture, numérique et territoire ? En fait, très naturellement. Donc oui, moi je suis élue du département d'Eure-et-Loir. Le département d'Eure-et-Loir, c'est le premier département céréalier de France. Et il a dans son histoire personnelle le développement des machinismes agricoles au XXe siècle. Et donc très naturellement, et avec Éric Thirouin qui est là et il va présenter ce qui a été fait, on s'est dit qu'on devait inscrire une forte ambition de notre département sur le machinisme du XXIe siècle. Machinisme ou développement d'outils, de services, de logiciels, de tous ces nouveaux environnements qui est lié à l'ère numérique pour notre département, en se disant finalement on a réussi à conquérir la France, voire exporter même en Europe le machinisme agricole à partir du machinisme de l'entreprise Denis à Brou. On peut faire la même chose au XXIe siècle en partant de l'Eure-et-Loir et puis développer avec notre expertise agricole des entreprises dans le domaine de la e-agriculture avec une ambition, pourquoi pas, mondiale. Le département d'Eure-et-Loir, depuis 2010, a pris conscience très tôt que l'enjeu pour les territoires ruraux était lié à d'abord déployer le réseau et un accès très haut débit pour rendre attractifs nos territoires ruraux. Sans très haut débit, en fait, on a tout de suite eu conscience que nos territoires ruraux vivraient un nouvel exode rural. Et c'était pour nous impensable que notre département, qui a 120, 100 km de Paris, puisse connaître ça. Donc le département d'Eure-et-Loir a investi largement dans le déploiement du très haut débit. L'ambition qu'on a en matière de réseau aujourd'hui, et je pense que ça fera écho enfin, en tout cas, je tends la perche à Sébastien Soriano, président de l'ARCEP, c'est que dans le domaine agricole, l'habitat est extrêmement diffus et toutes les parcelles, bien sûr, couvrent des zones non peuplées. Donc il faudrait être capable de passer d'objectifs de couverture du territoire en réseau mobile, qui soit en réseau mobile très haut débit ou en réseau mobile bas débit, d'objectifs de couverture de la population à des objectifs de couverture de territoire, ce qui est radicalement différent naturellement en termes de rentabilité économique pour les opérateurs. Mais on voit bien que pour le développer, l'e-agriculture, en particulier pour tout ce qui est objet embarqué ou analyse instantanée lors de l'exploitation agricole, on a besoin d'avoir une connectivité beaucoup plus performante sur les territoires ruraux qu'elle n'est aujourd'hui, notamment en réseau mobile. On y arrivera sur le réseau fixe, j'ai pas d'inquiétude avec les collectivités et sur l'ensemble des territoires de France. Finalement, ça, c'est ce que les élus savent faire assez facilement. Je suis beaucoup plus inquiète, finalement, sur la couverture mobile de nos territoires ruraux et naturellement pour le développement de la e-agriculture sur la partie exploitation dans les champs. Alors, avant que je passe la parole à Eric, je vais peut-être passer la parole à Sébastien Soriano, président de l'ARCEP, pour que justement il nous explique un peu comment le régulateur des télécoms voit cet enjeu de couverture, comment il raisonne sur ces nouveaux usages du numérique dans des zones qui n'étaient pas évidemment pensées au départ des réseaux mobiles pour une exploitation notamment agricole. Merci beaucoup. D'abord, je voudrais dire bravo, parce que honnêtement, en tant que citoyen, ça me rassure qu'il y ait des gens qui réfléchissent très fort à la numérisation de l'agriculture, qui est quand même un secteur très important de notre économie. Merci de m'avoir invité. Je dois dire que je suis plutôt porteur de mauvaises nouvelles. Je crois qu'il faut se dire les choses. À savoir, effectivement, comme ça a été rappelé par Laure de la Raudière, aujourd'hui, la manière dont on conçoit les obligations de couverture du territoire,
les obligations de couverture des populations en téléphonie mobile ne sont absolument pas adaptées aux zones les plus rurales. Je crois qu'il faut se le dire. Ici, j'ai les chiffres, par exemple, de couverture du territoire en 2G, 3G, 4G, c'est-à-dire en surface, en pourcentage de la surface de la France, voilà, tout simplement. Donc en 2G, on est autour de 95-98% en fonction des opérateurs. Bon, c'est pas mal quand même. En 3G, bon, là c'est quand même un peu moins bien. On est entre 80 et 92% en fonction des opérateurs. Et puis en 4G, on est entre 21 et 35%. Voilà, de la surface de notre pays. Alors, bon, donc ça c'est le début de l'histoire. Effectivement, c'est pas très glorieux. Ce que je peux vous dire, c'est que nous, à l'ARCEP, nous mettons toute notre énergie pour qu'il y ait une très forte relance des investissements dans la téléphonie mobile. Il y a eu, on va dire, un trou d'air dans ce secteur après l'arrivée d'un 4e opérateur qui a apporté beaucoup de choses, mais qui a un petit peu, sans doute, rendu le business model du secteur un petit peu plus difficile. Donc là, on est dans une phase de relance. Donc on met toute notre force pour qu'il y ait davantage d'investissements. On souhaite aujourd'hui, il y a à peu près 65 000 sites mobiles aujourd'hui en France. On pense que d'ici les 3 prochaines années, il pourrait y en avoir 10 000 de plus. Mais, soyons clairs, ça ne va pas tout couvrir. Parce que les opérateurs, naturellement, vont d'abord couvrir les zones d'habitation. Et donc, les champs ne seront jamais totalement couverts. Soyons clairs. Donc, une fois qu'on a dit ça, il y a plusieurs possibilités. La première, c'est d'essayer de promouvoir ce qu'on appelle des couvertures à la demande. C'est-à-dire, est-ce qu'un agriculteur qui veut couvrir son champ peut disposer d'une solution ? Nous avons été saisis par le gouvernement de cette question. Nous devons remettre un rapport vraisemblablement d'ici la fin de l'année, pour étudier avec l'industrie si notamment il pourrait y avoir ce qu'on appelle des solutions de répéteurs qui permettraient de répéter le signal à certains endroits et de l'amplifier. Je ne veux pas vendre la peau de l'ours parce qu'il y a tout un travail à faire. Il y a des questions de comment est-ce que ces répéteurs ne brouillent pas l'ensemble du signal, etc. Donc c'est pas facile, mais c'est potentiellement une piste sur laquelle on peut essayer de travailler. La deuxième piste, et ça a bien été signalé, c'est bien évidemment les réseaux alternatifs. C'est-à-dire que les réseaux mobiles, ça coûte cher. Parce que ça consomme beaucoup d'énergie, parce que ça consomme beaucoup de fréquences, parce qu'il faut installer des pylônes, il faut les sécuriser, etc. etc. Et c'est vrai qu'il y a aussi des réseaux, je dirais, un peu plus légers qui se développent, qui sont les réseaux Low Power Wide Area Network, dont on a plusieurs entreprises, donc Sigfox, Cowizio et le consortium LoRa en France qui déploie ces infrastructures. Et donc nous avons à l'ARCEP souhaité avoir une stratégie d'accompagnement de tous ces acteurs de l'Internet des objets. Et donc nous tenions justement hier une conférence sur le sujet, sur lequel voilà, nous avons mis un peu sur la table les enjeux de régulation. Nous avons voulu travailler en décloisonnant l'ensemble des administrations publiques qui sont concernées par ces sujets, la sécurité des systèmes d'information, la vie privée, la compétitivité, etc. On a publié un rapport, je vous invite à le lire. Pour la faire très courte, nous proposons un accompagnement light, c'est-à-dire que nous pensons que le régulateur doit surtout aider et pas commencer à mettre des règles pour empêcher les choses de fonctionner. Je vous remercie de votre attention. Merci Sylvain. Alors, Eric, quand on est à la présidence d'une chambre d'agriculture comme un territoire comme l'Eure-et-Loire, comment est-ce qu'on envisage le rôle et la place de l'agriculture dans la préparation de la table ronde, une discussion avec Jean-Baptiste qui me faisait comprendre, et vous l'avez évoqué Laure, qu'un agriculteur aujourd'hui, il est présent dans un territoire, mais avec le numérique, il est aussi présent au niveau mondial maintenant. Il est en direct avec ses consommateurs, pour certains d'entre eux. Donc, comment une présidence d'une chambre d'agriculture, elle envisage ces choses sur le rapport au territoire et le numérique aujourd'hui ? La question est vaste. Moi, j'ai envie de rebondir sur les sujets qu'on vient d'aborder. Tout à l'heure, vous disiez en 3G, 80% de la surface du territoire. Alors, les 20% sont chez moi, ou alors, effectivement, il faut avoir... Ça, c'est pas sûr d'en entendre souvent. Non, mais je pense qu'il faut avoir l'abonnement SFR, plus Bouygues, plus Orange, plus tout le monde. Et en fait, c'est vrai que moi, quand je suis dans mon tracteur, j'ai un abonnement, j'en ai pas 3 ou 4. Donc, par conséquent, effectivement, on a un vrai souci, c'est que on a dans notre département d'Eure-et-Loire un investissement très fort du conseil départemental, Laure vient de le redire, pour avoir du très haut débit partout en fixe.
Sauf que le fixe, il ne va pas dans mon champ, et que le 3G ne va pas dans mon champ, et que du coup, en fait, tout ce qu'on dit ce matin ne sert à rien si je ne peux pas être connecté. Sinon, il y a plein de choses qui sont utiles quand même, mais c'est quand même un nœud, un problème essentiel. Donc on a, au niveau de la Chambre d'agriculture, aussi avec le conseil départemental et avec Objet News, décidé d'essayer de couvrir la totalité du département, et fin d'année, donc le mois prochain, tout le département sera couvert avec le réseau LoRa. Et donc là-dessus, on est en train d'expérimenter un certain nombre d'objets connectés pour pouvoir essayer de développer ça. Et là, on arrive au rôle d'une chambre d'agriculture. Moi, il me semble que notre rôle, c'est pas de faire du business, c'est pas de faire... Notre rôle, c'est de vulgariser, de développer, de tester, de regarder si les choses marchent bien, de mettre tout le monde en contact pour que les agriculteurs aient à leur disposition un outil performant pour le développement de leur exploitation, à la fois pour répondre aux attentes de la société et aussi à répondre à leur business, à leur revenu agricole et faire en sorte que les choses soient plus performantes. Et donc, au-delà de ce réseau, effectivement, de ces connexions qui sont essentielles, on pense aussi à la Chambre d'agriculture qu'il faut qu'on développe aussi le réseau humain, le réseau des hommes. Et c'est vrai qu'en Eure-et-Loire, on a la chance d'avoir des élus, Laure de la Rodière, Philippe Vigier, notre président du conseil général, départemental maintenant, donc Albéric de Montgolfier, un certain nombre d'élus qui sont vraiment engagés dans cette logique-là. Et puis on a aussi tout un réseau d'entreprises. On a un réseau qui s'appelle Agrodynamique avec 90 entreprises qui vient de fusionner avec les champs du possible. Les champs d'impossible, c'est quoi? C'est à Châteaudun, donc il y a un peu plus d'habitants, mais quoique. À Châteaudun, on a effectivement créé un campus. Dans ce campus, il y a quoi? Il y a un lycée agricole qui vient d'ouvrir un BTS numérique par apprentissage. Dans ce campus, il y a donc un incubateur, les Champs du Possible, qui est agréé Village Baïséa, donc du Crédit Agricole. Donc c'est le premier village dédié à la thématique agricole. On en a dans le département d'à côté dédié à l'agroalimentaire. On est en train de faire un réseau dans toute cette région-là de partenariats, plus les entreprises, plus les 3 chambres consulaires. Et bien évidemment, la Chambre d'agriculture particulièrement investie sur toutes ces thématiques-là, où on met à disposition des jeunes qui veulent venir incuber, ou moins jeunes, nos fermes expérimentales, nos réseaux d'ingénieurs. On a plus de 50 ingénieurs qui sont capables et disponibles pour pouvoir aider les émetteurs de projets de pouvoir les développer. Et puis, effectivement, on a tout un réseau aussi avec d'autres entreprises un peu plus importantes, Veolia, Orange, etc. Donc, au niveau de ce campus, on a aussi une ferme expérimentale, un Farm Lab, et puis on vient d'ouvrir, donc le mois dernier, on vient d'inaugurer les locaux avec 1000 m² pour pouvoir accueillir toutes les startups qui souhaitent pouvoir se développer. Donc on a à la fois besoin d'un réseau global, un réseau humain, et puis aussi la compétence des chambres d'agriculture qu'on met à disposition pour pouvoir développer tout ça. En complément de ce que dit Eric, le conseil départemental d'Eure-et-Loire avec le pays du Noix anime ce lieu avec un festival qu'on appelle Futur en Beauce, en clin d'œil par rapport à Futur en Seine. Et Futur en Beauce, c'est finalement un festival permettant de démocratiser auprès des agriculteurs, auprès de la population aussi, ces enjeux sur la e-agriculture. On a un Agreen Startup, c'est-à-dire un concours de start-up intégré dans le festival Futur en Beauce. L'important pour nous, c'est finalement d'entraîner tout le monde, tous les agriculteurs, à découvrir les nouveaux services qu'apporte l'e-agriculture. Et puis, bien évidemment, de développer des entreprises et des start-up dans le domaine de la e-agriculture sur ce lieu qui permet à la fois d'être incubé, bien sûr, mais des champs expérimentaux, des agriculteurs qui sont partants et qui sont animés par la Chambre d'agriculture, et puis le lycée agricole qui fournit des étudiants et des gens, il y a un BTS numérique, et des gens formés pour venir travailler dans les startups. C'est mettre en fait un territoire en mouvement autour d'un ADN très fort chez nous, qui est l'agriculture. Alors, Jean-Baptiste, ce qu'évoque Laure, c'est la mise en mouvement des territoires avec l'arrivée, on l'a vu aussi dans les panels de ce matin, d'une nouvelle génération d'entrepreneurs qui ne sont pas forcément agriculteurs, mais qui arrivent sur les territoires pour faire
et mettre en œuvre une nouvelle forme d'agriculture. J'ai même vu un article d'une mairie du Pays Basque qui cherchait des agriculteurs, qui voulait réimplanter des agriculteurs, qui avaient des terres et qui faisait un appel à projet pour avoir des agriculteurs. Alors qu'est-ce que ces nouveaux agriculteurs apportent à des territoires ? D'abord de la fraîcheur, des idées nouvelles, une autre manière de voir les choses. Ils sont importants, à mon sens, également dans une interaction avec les autres agriculteurs et les autres chefs d'entreprise agricoles. Je crois, Hervé Pillot parlait ce matin que le maître mot de l'agriculture de précision, c'est la mise en réseau. Je pense qu'aujourd'hui, le territoire et l'agriculture sur les territoires, c'est également la mise en réseau. Mise en réseau, j'allais dire, entre les différents projets, entre les différents marchés auxquels l'agriculteur peut avoir accès. Un agriculteur aujourd'hui, comme vous le disiez, peut avoir accès au marché local, au marché national et au marché mondial à travers notamment sa coopérative. D'où effectivement aussi créer, à mon avis, des filières robustes. Repenser l'idée de filière, à mon avis, en intégrant le matériel et l'immatériel. On parlait de Châteaudun. Donc voilà, encore cette idée de mise en réseau, tout à la fois des fournisseurs, des producteurs, et puis des distributeurs. La question des contrats actuellement qui sont en train de se signer entre producteurs et la grande distribution montre bien également la nécessité de contractualiser sur les territoires. Et puis effectivement, ces jeunes agriculteurs, il faut leur laisser une place. Et donc, c'est aussi l'importance d'une chaîne, j'allais dire, une chaîne de partenariat et de solidarité dans les filières agricoles pour permettre à toutes les agricultures de trouver leur place. Parce qu'un territoire, à notre sens, n'est riche que de la diversité de ses agricultures, petites ou grandes, modernes ou traditionnelles. Sébastien, il me semble que l'ARCEP a aussi une volonté d'agir un peu différemment pour résoudre ces questions de couverture en s'appuyant sur d'autres mécanismes qui font appel finalement aux utilisateurs eux-mêmes. Et donc, est-ce que le monde agricole pourrait se mobiliser aussi pour signaler ces problèmes de couverture avec les nouveaux dispositifs que vous venez de mettre en place ? Oui, alors j'ai subi effectivement une hypnose par Henri Verdier et Nicolas Collin. Je crois à l'État plateforme. Effectivement. Je crois à l'État plateforme, c'est-à-dire à un rôle de l'État qui n'est pas là pour tout décider, pour tout faire, pour tout réglementer, mais qui est là pour mettre en capacité des forces d'agir. Que ce soit des citoyens, que ce soit des forces économiques, des communautés, des associations. Et donc cette stratégie d'État plateforme, effectivement, on essaye de la décliner à l'ARCEP. Alors on essaye d'abord de la décliner en matière d'innovation, et c'est le travail qu'on a fait hier. On a essayé d'inventer une régulation pro-innovation, et j'ai commis une tribune sur le Huffington Post que je vous invite à lire sur le sujet, qui s'appelle « Éloge du lâcher-prise ». Voilà. Pour moi, l'avenir de l'État, c'est pas le laisser faire, mais c'est pas tout contrôler, c'est le lâcher-prise, c'est l'État plateforme. C'est mettre en capacité les autres de faire. En matière de couverture, effectivement, on essaye aussi de promouvoir cette logique d'État plateforme à travers ce qu'on appelle la régulation par la donnée. Regulating with data. C'est un concept qui a été théorisé par un papier très intéressant que je vous recommande de lire par Nick Grossman, qui est le cofondateur de Union Square Venture, et qui explique que dans la société de l'information, de la donnée telle qu'elle est, en fait, on peut parfois réussir à créer de la confiance, à reproduire exactement la même chose que fait l'État, mais uniquement avec de l'information. Et effectivement, nous croyons très fortement en France que nous pouvons faire shifter la concurrence, qui est aujourd'hui une concurrence quand même assez centrée sur les prix, vers une concurrence qui soit aussi une concurrence sur la qualité et la couverture. C'est-à-dire que demain, vous puissiez choisir l'opérateur qui est le mieux pour vous en termes de couverture et de qualité. Mais aujourd'hui, il n'y a pas l'information qui permet ça. Et donc, on développe une stratégie en plusieurs volets. D'abord, il y a ce qu'on appelle le dégroupage de la donnée. Hier, on a dégroupé des réseaux pour les ouvrir à la concurrence. Aujourd'hui, on va dégrouper la donnée. Il y en a d'autres qui appellent ça les données d'intérêt général. C'est-à-dire qu'on va aller chercher des données chez les opérateurs, les prendre, les agréger, les traiter et les restituer en open data.
Donc vous faisiez état tout à l'heure de ces 80% qui ne représentaient pas la réalité. On a effectivement reçu beaucoup de critiques sur les cartes aujourd'hui qui existent de couverture des réseaux mobiles. Et donc nous sommes en train de normaliser une remontée d'informations beaucoup plus fine qui va nous permettre en début d'année prochaine, grâce à la loi numérique, il y a une disposition en ce sens, de publier en open data des informations beaucoup plus précises sur la couverture des territoires, qui seront évidemment des informations géolocalisées. En complément et comparables. Et donc ce qu'on espère, c'est que demain, vous allez avoir des comparateurs de couverture qui se développent. Ça veut dire que vous pourrez, par exemple, télécharger un petit tracker sur votre smartphone qui va vous suivre pendant une semaine, qui va voir où vous habitez, quelles sont les lignes de métro que vous prenez, les lignes de train, quelles sont les routes principales que vous prenez, où est-ce que vous travaillez, et qui va compiler toutes ces données, qui va les mettre en relation avec la carte de couverture Open Data de l'ARCEP, et qui va vous dire le meilleur opérateur pour vous, c'est un tel. Et on pense que grâce à ça, on peut, en partie, shifter, faire pivoter la concurrence pour qu'elle ne soit pas seulement en prix, mais aussi en qualité, en couverture. Ça veut dire que les opérateurs qui investiront plus seront récompensés par le consommateur. Celui qui a le plus grand pouvoir sur le marché, ce sont les consommateurs. Mais encore faut-il les éclairer. On souhaite aussi faire appel à la multitude pour générer cette information, via notamment des applications de crowdsourcing. Il y a beaucoup de régulateurs dans le monde qui développent leurs propres applications de crowdsourcing, comme par exemple le régulateur indien, qui a développé son application. Vous la téléchargez, vous faites un test de couverture, ça remonte. Grâce à ça, le régulateur publie une carte. On a fait un appel à partenariat parce qu'on souhaite se situer en valeur ajoutée par rapport aux acteurs qui font du crowdsourcing. Et donc, en fait, on va appeler les acteurs qui font ça à venir travailler avec nous pour qu'on puisse certifier, sur la base du volontariat, leurs applications, leurs dispositifs et amener le maximum de confiance sur cette information. L'idée, c'est qu'on n'a pas le monopole de l'information sur les réseaux. Il y a d'autres acteurs qui peuvent l'apporter et nous, notre rôle, c'est d'apporter de la confiance par rapport à cette information. Et donc, on peut tout à fait imaginer qu'il puisse y avoir des communautés un peu spécialisées, notamment telles que les communautés agricoles, qui puissent faire remonter des informations particulières sur les champs, sur d'autres sujets, et qui puissent faire l'objet d'un partenariat, pourquoi pas, avec l'ARCEP. Merci de votre attention. Bon, j'espère que ça commencera en Eure-et-Loire. Je pense qu'on a passé une matinée assez passionnante et intense. Je pense qu'il est temps maintenant d'aller déjeuner et je vais vous inviter au buffet qui, je crois, est juste à côté. Tout à fait, Henri. Je remercie tous les intervenants de cette table ronde.